Horreur en Suisse, une ancienne Miss découpée et hachée au mixeur par son mari. Oui. Truc de fou, ouais. Alors en fait, c'est une histoire, j'allais dire, malheureusement, une histoire classique de crime conjugal, hélas trop fréquente. Enfin, au départ, c'est ça, mais en fait, la suite est beaucoup plus surprenante. C'est un couple donc, qui est ensemble depuis 2017. Elle, effectivement, a été finaliste du concours Miss France en 2007. Ils avaient 2 enfants ensemble. Le mari... Miss Suisse, oui. J'ai dit quoi, pardon? Miss France. Oui, pardon, excusez-moi. Ah, c'est le contact avec Fabien. Ouais. Et c'est un couple où déjà le mari était violent, puisqu'il avait déjà eu des affaires de violence avec sa femme. Et effectivement, en février dernier, alors lui raconte qu'il y a eu une dispute, qu'elle a voulu l'attaquer, que lui s'est défendu. Il l'a étranglée, elle est morte, et c'est vraiment ce qui se passe après qui est horrible. C'est qu'il s'est dit probablement comment je vais faire pour me débarrasser du corps, pour qu'on ne m'accuse pas. Et donc d'abord, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a démembré, donc il a coupé avec une scie sauteuse un à un ses membres. Ensuite, il a aussi utilisé un couteau et un sécateur, manifestement parce qu'il avait du mal dans son travail. Ensuite, il a pris ces résidus-là, ces membres, et il les a passés au mixeur pour en faire de la viande hachée. Et ensuite, de cette viande hachée, du corps de sa femme hachée, il s'est dit comment je fais encore pour réduire encore ce corps. Et là, il a tenté de dissoudre dans un produit chimique ce corps. Évidemment, vu l'horreur de ce crime, la justice suisse s'est demandé s'il n'avait pas des problèmes de maladie mentale. Et le profil psychologique de cet homme est assez effrayant. Je cite des extraits de ce rapport de police. On parle d'une volonté massive d'utiliser la violence, des penchants sadiques, sociopathiques, un niveau d'énergie criminelle sensiblement élevé, évidemment, et un manque d'empathie, de sang-froid après avoir tué sa femme, et donc les signes concrets de maladie mentale. Merci, on va revenir vers vous dans un instant, Amaury Bucco. Je voudrais qu'on revienne sur cette affaire. Le 23 septembre 2023, vous vous rappelez de cette manifestation quand des gens se sont pris à une voiture de police? Vous vous rappelez ou pas de cette manifestation? Il y avait même un policier. Place de Clichy à Paris. Exactement. C'était un truc de fou, on avait même vu un policier sortir, c'est ça? C'est ça, il était sorti, il était face à la voiture de police et là il y a eu l'agression. Donc le cortège était parti de Gare du Nord et c'était arrivé donc boulevard de Clichy. Alors, on va les mettre derrière. Et alors, voiture de police attaquée dans une manifestation, il est condamné à 18 mois de sursis, Reda Bella. 18 mois de sursis, c'est bon. T'es malson, oui. C'est incroyable ça, 18 mois de sursis seulement. J'ai eu la chance, je sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais en tout cas j'ai été au jugement, c'était mardi dernier. Mais moi je suis au jugement, franchement je deviens fou. Alors on est convoqué, les collègues sont convoqués à 13h30. C'est une cour correctionnelle, vous passez une dizaine de dossiers. Et du coup, les collègues étaient les seules victimes présentes sur tous les dossiers et on est passé en dernier. Donc déjà au niveau de... Je pense que c'est un peu déplacé, en tout cas c'est mon avis. Et puis on est tombé face à un individu qui, devant le juge, a dit je reconnais les faits, parce qu'en fait, sur les images, ils attaquent une banque avant, les Black Blocs, et après ils s'en prennent aux forces de l'ordre. Et en fait, il a reconnu les faits pour les dégradations de biens privés. Mais concernant l'attaque des policiers, il a dit je ne veux pas répondre à vos questions. Le juge lui a dit pourquoi? Et il a regardé les juges droit dans les yeux, il a dit parce que c'est mon droit. Donc voilà, déjà... Non mais les mecs, on est dans un pays, je vous jure, c'est extraordinaire. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Oui, et puis... Excuse-moi Reda, mais il n'y a que chez nous qu'on voit ça, ça me rend fou. Oui, c'est un peu comme moi, quand j'étais sur le terrain, j'avais des fois quelqu'un qui brûlait un feu rouge. Il y a prescription, mais si la personne me disait oui, c'est vrai, j'ai pas fait attention, j'ai brûlé le feu rouge, éventuellement, je la verbalisais pas. Donc vous prenez le profit de l'individu, ce qui vous dit en compte. Et là, j'ai l'impression que ça n'a pas été pris en compte. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été dans notre sens. Et puis, il avait un regard de haine au moment moment où les collègues s'exprimaient. Pourtant, à un moment, un collègue est à côté de lui, il est à la barre, il dit je ne sais pas si c'est vous, parce que l'individu était masqué au moment des faits, il était ganté et masqué. Il le regarde dans les yeux, il dit je ne sais pas si c'est vous, mais je vais vous expliquer comment on a vécu la chose. Les collègues étaient dans la voiture. Donc, ils faisaient un simple contrôle en marge de la manifestation par rapport à la Coupe du Monde de rugby. Et quand ils sont retournés calmement au véhicule, puisqu'ils ont vu qu'il y avait un attroupement d'individus vêtus de sombre et dissimulés, visage dissimulé. À ce moment-là, ils se sont pris des pavés. Il y a 3 collègues qui ont été blessés, dont une femme. Ils se réfugient dans le véhicule. Et là, à ce moment-là, des individus masqués et cagoulés et gantés s'attaquent au véhicule. Et les collègues, ils disent ça a été un moment fort. Alors surtout pour moi qui suis policier, c'est toujours un moment difficile. Mais les collègues ont dit que les individus criaient fumez-les, tuez-les. Voilà. Et vous avez des drones, vous avez un gros travail des services d'investigation. Voilà, l'individu avait abonné, même le juge, face aux vidéos et aux images qu'il avait vues,
Voilà, c'était lui en fait. Et au final, tous les critères sont remplis. Le gars, il prend 18 mois avec sursis. C'est grave. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, où je pense qu'on peut officialiser le fait que nous, on prend acte, Unité, on prend acte de cette décision, il faut respecter la justice. Mais on constate aussi qu'aujourd'hui, en France, vous pouvez attaquer une voiture de police. C'est filmé, parce que souvent, il y a des scènes qui sont filmées où c'est nous qui commettons une erreur. D'accord ? Et là, on met de côté la présomption d'innocence. Là, l'individu, il devait être jugé en flagrant délit avec une comparution immédiate le surlendemain des faits. On a attendu 1 an, donc ça veut dire qu'il est resté 1 an dehors. Ça veut dire que pendant 1 an, on n'a pas protégé les policiers de cet individu, on n'a pas protégé la société contre ces individus. Et puis, à la fin, il prend 18 mois avec sursis. Même pas une minute de tige, même pas moi, ça tenait qu'à moi, au moins une mesure préventive, aller dans un commissariat, nettoyer les voitures d'un commissariat pendant tous les week-ends pendant 1 mois, juste pour qu'ils comprennent que ce qu'il a fait, c'est mal. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez donné, au travers de cette décision, on donne un peu un blanc-seing au Black Bloc. Très grave. Et par contre, on dit aux policiers maintenant, n'allez plus dans les manifestations. Voilà. Au Black Bloc, c'est très grave, c'est n'importe quoi. Et heureusement qu'il y avait les policiers de la Bravem qui étaient juste à côté, qui ont été très réactifs et qui ont évité un drame. Merci, mais c'est inadmissible franchement, c'est incroyable. 18 mois avec sursis. Vous avez vu ce qu'il a fait, moi, ça me rend fou. Je sais pas comment tu fais pour garder ton calme, mais tu as bien raison. C'est toi qui as raison, mais je deviens fou avec ce qu'on entend ici. Tiens, refus d'obtempérer à Rennes. Il abandonne ses enfants dans la voiture. Ouais, ça c'est une histoire de fou. C'était cette semaine. Effectivement, refus d'obtempérer classique, jeudi. En fait, des motards de la police qui veulent contrôler un homme qui roule sur la route un peu bizarrement. Et donc, il tente de l'interpeller, il ne veut pas s'arrêter, il tente de prendre la fuite, il percute des voitures. Et en fait, nous voyons qu'il ne peut plus s'échapper avec sa voiture, il décide de prendre la fuite à pied. Sauf que dans la voiture, il laisse effectivement 2 enfants qui ont, en plus très jeunes, 3 et 4 ans, qui sont ses enfants, et il prend la fuite à pied. Heureusement, il est interpellé un peu plus loin, placé en garde à vue. Mais c'est vrai que le geste est assez sidérant. C'est moi avant tout, et mes enfants, ils se démerdent. La prochaine image qu'on va avoir, elle a fait le tour des réseaux. C'est ce refus d'obtempérer qui s'est produit au Chesnay dans les Yvelines mercredi. On va revoir ce policier percuté. C'est extrêmement impressionnant. Regardez. Oui, et donc alors, aujourd'hui, il va bien, le policier, apparemment. Ses jours ne sont pas en danger. Bien sûr. Est-ce que vous voulez que je vous explique un peu Bien sûr, parce que j'ai eu pas mal d'infos déjà sur ce qui s'est passé en fait, avant cette scène. Oui. C'est en fait des policiers municipaux qui sont au Chesnay. Il y a une voiture qui passe. Ils sortent du stationnement et là, il y a une voiture qui les laisse sortir du stationnement. Ils disent non, après vous. Donc la voiture, qui est la Peugeot que l'on voit sur les images, part et les policiers se retrouvent derrière. Ils circulent derrière, tout va bien. Et puis à un moment, le type devant eux fait une manœuvre un peu bizarre et donc les policiers, gyrophare, on va le contrôler. Il y a un premier contrôle qui est effectué, la voiture s'arrête, un policier descend, lui demande ses papiers, il n'en a pas, lui demande les papiers de la voiture, il n'en a pas. Et en fait, le policier tourne la tête et là, la voiture repart à toute blinde. Course-poursuite au Chesnay. Et finalement, la voiture que l'on voit sur les images se retrouve coincée dans une impasse. Les policiers tentent de bloquer l'impasse avec leur véhicule et c'est à ce moment-là qu'un des policiers municipaux dégaine son arme de service pour figer la situation et se protéger puisque si la voiture revient sur lui. Et en fait, le conducteur à ce moment-là se dit moi je m'en fous, je fonce quand même. Et le policier n'a pas tiré mais du coup il a été percuté. Incroyable. Alors, vous êtes procuré les échanges du chauffard interrogé par la police. Oui, exactement. Alors déjà, pour vous dire un peu ça va très mal se passer pour lui déjà pour plusieurs raisons. Donc cet homme, il a 23 ans, il est déjà très défavorablement connu de la police pour défaut de permis de conduire, des affaires de stupéfiants, un vol aggravé ou des violences sur conjoint. La voiture qu'il conduisait était volée. On a retrouvé dans la voiture 1,5 kg de cannabis donc dans des savonnettes, c'est des petits sachets en plastique. On a fait une perquisition chez lui à Meaux, on a trouvé de la méthamphétamine et on a fait un test salivaire et il était sous THC au moment où il conduisait. Quoi THC ? Donc sous stupéfiant. D'accord. Voilà, donc là, déjà, c'est très mal parti pour lui. Alors, il se retrouve devant les policiers en garde à vue. Et là, il explique qu'il effectuait, en même temps, il n'y a pas trop le choix, une livraison de drogue ce jour-là. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu s'arrêter. Il reconnaît les faits, il dit « Je suis désolé, en fait, j'ai eu peur de l'arme du policier. » Et alors là, il va tenir ses propos, qu'on va peut-être voir s'afficher à l'écran. « Je me suis réveillé, je me suis lavé. Après, il s'est passé ce qu'il devait se passer. Mais je voulais juste que vous sachiez que je regrette, que ce n'était pas mon intention.
J'ai eu peur de toutes les répercussions. Il avait son arme pointée sur moi. Je n'ai pas réfléchi. Et alors après, ce qu'il dit, c'est intéressant. Il parle de l'affaire Nahel, en fait. Il dit « J'ai pensé à l'histoire qui s'était passée avec Nahel. J'ai vu un petit espace. J'ai cru que je pouvais passer. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais m'excuser. C'est inadmissible. Il a une famille. Je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un tueur. Ce n'était pas mon intention de faire cela. » Et d'ailleurs, il a dit qu'il était prêt à faire des excuses publiques envers le policier, bien sûr, mais aussi envers le maire de la ville de Chennai. Bon, on va voir ce qui va se passer, mais bon, à mon avis, ça va être compliqué pour lui quand même. Bien sûr, on l'espère en tous les cas. On va parler de cette affaire incroyable. Un homme découvre chez lui un cambrioleur récidiviste endormi. Oui, alors cette histoire. Ça, c'est vraiment dingue. C'était dans la nuit de dimanche à lundi dernier, à Choisy-le-Roi. Il y a un pavillon dont le garage au rez-de-chaussée a été aménagé en studio. Et pendant la nuit, ce studio est cambriolé. Il y a un homme qui rentre dans les lieux, qui fouille partout, qui met le bazar. Et le lendemain matin, vers 8 h, le propriétaire des lieux, que j'ai eu au téléphone, se rend dans son studio pour prendre une brique de lait et la rapporter à son fils à l'étage. Et en fait, il doit être un peu dans les vapes, il vient de se réveiller, donc il ne voit pas qu'il vient de se faire cambrioler. Il remonte, il va amener son fils à l'école, et lorsqu'il revient un peu plus tard, là, il voit qu'il y a du bazar partout, que sa porte a été forcée, mais surtout, il voit un type en train de dormir dans le lit du studio. Donc là, il est stupéfait, évidemment, il appelle la police, il comprend que c'est le cambrioleur. La police lui dit « touchez rien surtout pour qu'on garde les traces ». Les policiers arrivent, essayent de le réveiller, il ne se réveille pas. En fait, il était probablement drogué, donc il était dans les vapes. Ils appellent les pompiers qui n'arrivent pas non plus à le réveiller. Puis finalement, il finit par se réveiller. Il est placé en garde à vue. Et alors là, le profil, vous allez voir, est assez sidérant. C'est un homme en situation irrégulière, sous OQTF, qui a une vingtaine d'années. Il était déjà connu pour des trafics de cigarettes ou du recel de vol. Mais surtout, il avait commis un cambriolage 6 jours plus tôt dans le même département. Il avait été là aussi pris en flagrant délit. La préfecture avait à ce moment-là décidé de lui mettre une OQTF, mais il n'avait pas été placé en centre de rétention. Et la justice lui avait donné une ordonnance pénale, c'est-à-dire 3 fois rien, en disant « tu reconnais ton crime, donc on te laisse partir ». Donc il était de nouveau dehors. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est interpellé, il est de nouveau dehors. Il n'est pas en centre de rétention. Et le parquet a décidé de lui donner une COPJ, une convocation, pour plus tard, sauf qu'il est SDF, il n'a pas de papier, donc probablement qu'on ne va pas remettre la main sur lui, à moins qu'il fasse un nouveau cambriolage. Je pense tellement à tous nos policiers, nos gendarmes, qui doivent se dire à chaque fois, mais franchement, ils ne sont vraiment pas soutenus. Excusez-moi de vous dire ça. C'est inadmissible. Ils ne sont vraiment pas soutenus. C'est vraiment, vraiment chapeau, hein, Reda, parce que je ne sais pas comment tu fais. Hein. Franchement, moi, je ne sais pas comment font les collègues, parce qu'aujourd'hui... Je viendrai fou, tes collègues et toi, je ne sais pas comment vous faites. On doit se poser la question, parce que vous savez, quand vous voyez les larmes d'une victime qui vient de se faire cambrioler, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur votre plateau, pour nous, ça nous fait mal, parce que pour nous, c'est une espèce d'échec, parce que nous, notre boulot, c'est de protéger les familles, les Français en général, les gens qui résident en France. Et puis, donc nous, on fait notre partie du boulot, on met à disposition de la justice l'individu. Et au final, dans ce type d'affaires ou dans toutes les autres affaires, au final, vous voyez que ça ne suit pas derrière. C'est ça. Et du coup, on se retrouve encore, nous, confrontés à ces mêmes individus. Mais Reda, je sais, c'est incroyable. Moi, ça me rend fou tous les jours. Merci à Maury. On va partir d'une autre affaire.